Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Les Italiens nous ont apporté, je pense, un des plats les plus conviviaux et les plus rassembleurs de notre culture québécoise. Alors aujourd'hui, je vous parle des pâtes alimentaires. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Si je vous pose la question d'où viennent les pâtes alimentaires, il y en a beaucoup d'entre vous qui me diront certainement que c'est l'Italie. Mais est-ce que vous en êtes bien sûr et sur quoi vous basez-vous pour me répondre ça? C'est certain que quand on pense aux pâtes alimentaires, on pense aux spaghettis, aux macaronis, aux lasagnes, mais si je vous nomme les gnocchis, si je vous nomme les pad thai, si je vous nomme les nouilles de riz, si je vous nomme les udons, on est vraiment ailleurs. On pense que les pâtes alimentaires existent depuis plus que 12 000 ans. Les chasseurs-cueilleurs en fabriquaient à partir de récoltes de grains sauvages qu'ils réduisaient en farine pour ensuite la mélanger avec de l'eau. Cette façon de faire a été transmise à travers les générations jusqu'à la domestication des céréales et particulièrement la domestication du blé. Des recettes de pâtes ont été déchiffrées dans un traité culinaire de Babylone datant de 1700 ans avant Jésus-Christ. Dans cette région, comme la culture existait depuis 10 000 ans déjà, ce n'est pas surprenant. Les Mésopotamiens consomment des riz-natu, des pâtes réalisées avec de la farine de blé et de l'eau qui râpent ou qui émiettent dans un liquide bouillant. Les pâtes râpées, c'est la plus ancienne forme de pâte qu'on connaît. Dans des ouvrages qui datent de 1000 ans avant Jésus-Christ, on fait mention de l'aganon, qui décrit une large feuille composée de farine et d'eau, découpée en fines lanières. On croit que ce sont les colons grecs qui ont introduit ces pâtes en Italie environ 8 siècles avant Jésus-Christ. Elles sont appelées laganum, d'où le mot lasagne que l'on connaît aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur les pâtes italiennes. Dans une émission ultérieure, on va parler des pâtes qui sont plus asiatiques, mais aujourd'hui, on se concentre sur l'Europe. Donc, pour la recette de sauce aux tomates grillées, vous aurez besoin de environ 4 tasses de tomates bien mûres et coupées en quartiers. Et là, si vos tomates sont italiennes, c'est l'idéal parce que votre sauce va être plus onctueuse. 2 cuillerées à table d'huile végétale, un petit oignon haché, 3 gousses d'ail écrasées, 3 cuillerées à table de vinaigre balsamique, du sel, du poivre, un petit peu de sucre et du basilic haché au goût. Alors, première étape, allumer le four à 400 et placer une grille au centre du four. Et ensuite, on va préparer notre tôle à biscuits avec, moi j'ai des feuilles de cuisson, mais ça pourrait être un papier parchemin aussi. Alors, dans un grand bol, on mélange les tomates. Ensuite, on va arroser de notre huile végétale. Si vous avez de l'huile d'olive, c'est encore mieux, mais ça fait pas, ça l'explose pas si c'est pas de l'huile d'olive. Un petit peu d'huile végétale. On va ajouter nos oignons. Hop là. On va ajouter l'ail. Le vinaigre balsamique. On va saler et poivrer généreusement. Et je vais répartir ça sur ma tôle à biscuits en une seule couche et je vais envoyer au four jusqu'à temps que mes tomates commencent à griller. Ça va prendre à peu près entre 45 minutes puis 1 heure. Et voilà. À la sortie du four, on va prendre tout ce qui est sur notre tôle à biscuits et on va les passer au robot culinaire jusqu'à temps que la purée soit très lisse. Donc, nos tomates sont cuites et ont commencé à rôtir comme ça. C'est exactement ce qu'on voulait. Alors moi, je vais envoyer ça dans mon robot. Là, j'ai
Un robot de type Ninja, un bon blender, un robot culinaire, un pied mélangeur, ça fait le travail. Puis à la limite, le passe-purée aussi, là, ça fait un beau travail. C'est certain que quand on passe les tomates au robot comme ça, notre tomate, elle vient plus orangée, tout simplement parce qu'on intègre des bulles d'oxygène dedans. Alors, je vais goûter pour savoir si j'ajoute du sucre ou non, parce que si mes tomates sont sucrées, j'en ajouterai pas. Si vous aviez, par exemple, des tomates roses, on n'aurait pas besoin, sans doute, de mettre du sucre. Ça prend du sucre, mais pas beaucoup. Comme ça. Je vais ajouter mon basilic. Ici, là, si vous aimez ça, plus de basilic, vous pouvez en mettre plus. Si vous voulez vous amuser à mettre de l'origan, du thym, allez-y gaiement, ça va juste ajouter du cachet à votre sauce. Et moi, je trouve que c'est pas tout à fait assez salé, alors je vais ressaler encore un peu. Au besoin, vous pouvez ajuster la texture avec soit du jus de tomate si c'est trop épais ou soit un petit peu de pâte de tomate si c'est trop clair. C'est parfait. Je trouve que la texture, elle est belle. Ça va me donner une belle sauce qui va bien enrober mes pâtes. Alors, c'est prêt. Cette sauce-là, elle est congelable et vous pouvez la servir avec vos pâtes, vos arancini, tout ce que vous voulez. Au 1er siècle, Marcus Gavius Apicius, un Romain de haute société, a écrit le traité gastronomique intitulé De Reconquinara, qui fut une référence pendant plusieurs siècles au niveau de la cuisine et ce serait un des premiers manuels d'art culinaire de l'humanité. Ce manuel comportait 10 livres qui ont été transcrits maintes et maintes fois à la main et ce fut un des premiers documents à être imprimé mécaniquement en 1498 à Venise. Dans ce livre, il y avait des recettes de langue de flamand ou de rossignol, de talons de chameau, de tétine ou de vulve de truie, mais aussi une recette de pâte qui ressemble à s'y méprendre à des lasagnes. Vers les années 800, on trouve des vestiges de pâtes séchées en Sicile et le géographe arabe Al-Idrisi en fait référence dans ses écrits de 1154. Les caravanes arabes se nourrissent alors de pâtes séchées à ragoût qui cuisent dans un bouillon de viande. Ces pâtes-là seraient les ancêtres des tagliatelles, des fettuccini, des linguini qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, la technique de sécher les pâtes provient de la péninsule arabique et de l'Afrique du Nord. C'est le mariage de Henri II avec Catherine de Médicis, la fille d'un duc italien, qui importe la popularité des pâtes en France au 14e siècle. En Italie, c'est le roi Ferdinand II de Naples qui engage un ingénieur pour mécaniser la production de pâtes autour des années 1470. Et c'est à Venise, en 1740, qu'on ouvre la première usine de pâtes avec les premiers moules en métal. Donc, pour les pâtes fraîches, on a besoin de 3 tasses de farine tout usage,
4 œufs idéalement gros, un petit peu d'huile d'olive, à peu près 2 cuillerées à table, et de l'eau, un petit peu moins qu'un quart de tasse, et du sel. Alors, pour les pâtes fraîches, il y a comme 2 méthodes qui sont intéressantes. Alors, premièrement, il y a la méthode à la main. On va déposer la farine dans un bol ou directement sur le plan de travail et on va faire un puits. Moi, j'aime beaucoup mieux travailler dans un bol que de travailler sur ma surface de travail. Mais ça, c'est vraiment moi. Il y en a qui préfèrent mettre ça directement sur la surface de travail et c'est très bien aussi. Je vais saler ici pour à peu près la valeur d'une cuillère à thé, là. Parce qu'une pâte qui n'est pas salée, ça devient vraiment super difficile à assaisonner. Je vais mélanger ça un petit peu avec ma fourchette et je vais faire un puits ici au centre. Un puits, c'est un trou au centre du plat. Je vais battre un petit peu mes œufs et je vais ajouter mon œuf dans mon puits avec mon eau. Puis là, je ne la mettrai pas toute. La quantité d'eau qu'on a besoin peut varier selon la grosseur des œufs. Et je vais mettre mon 2 cuillerées à table d'huile. Et ensuite, je vais aller mélanger pour que ça devienne une pâte qui est comme grumuleuse un peu. À la base, des pâtes, ça se fait sans œufs. Fait que si jamais vous voulez vous faire des pâtes fraîches puis qu'il vous manque un œuf ou deux, bien, c'est pas grave. Vous avez juste à le mettre en eau. Vous pourriez même enlever les œufs complètement et mettre que de l'eau. Vous allez me dire, Chantal, ça va faire de la colle, mais non, ça va dépendre de comment vous la travaillez puis combien d'eau vous mettez. Tu vois, moi ici, ma pâte est encore un petit peu trop... Il me manque un petit peu d'eau parce que je ne suis pas capable de former une boule avec. Fait que je vais me rajouter un petit peu d'eau. On va en rajouter un petit peu à la fois pour réussir à former notre boule. Puis quand je parle un petit peu à la fois, c'est 2 cuillerées à table maximum. Et là, cette boule-là, je vais pétrir ça pendant à peu près 4-5 minutes, là. Puis en faisant ça, le gluten de ma pâte va sortir et il va y conférer une belle texture. On peut faire exactement la même chose dans le robot mélangeur. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre farine dans le robot mélangeur et vous allez brouiller ensemble l'eau, l'huile et l'œuf et vous allez verser ça dans le robot mélangeur et avec le crochet à pétrir, vous allez mélanger à peu près 5 minutes. Dans les deux cas, on va placer la boule de pâte dans un film plastique et on va laisser reposer 15-20 minutes. C'est sûr que le repos, ce n'est pas une étape qui est obligatoire, mais elle permet de pouvoir rouler nos pâtes plus facilement. Vous pourriez aussi faire votre pâte la veille pour la travailler le lendemain. Mais si c'est ce que vous voulez faire, sortez votre pâte d'avance pour la tempérer un peu avant de la travailler. Si vous êtes à l'aise et confortable, l'attente n'est pas nécessaire, mais votre pâte va être plus facile à travailler si vous la laissez reposer là, une petite quinzaine de minutes. Ensuite, on va partager notre pâte et on va l'aplatir soit au rouleau à pâte ou soit avec un laminoir. Ou soit on va la passer dans un presse-pâte qui va donner des formes vraiment le fun à nos pâtes, par exemple les twists, les macaronis et tout ça. Avec une belle grande pâte comme ça, pour faire des fettuccini, ben, amusez-vous pas à les couper tout un par un comme ça. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on roule la pâte. Si vous pensez que c'est un petit peu trop collant, on ajoute de la farine. On la roule. Et on va venir tout simplement se faire. Et ça va nous donner des beaux fettuccini, tout longs, tout beaux. Et ça, cette pâte-là, on va cuire ça dans l'eau bouillante salée pendant 2 minutes.
En 1837, le duc napolitain Ippolito Cavalcanti écrit son répertoire de recettes de pâtes en Italie et dans son guide Cucina Terioco Pratica, c'est la première fois qu'on parle de la cuisson al dente dans la littérature de la cuisine. Selon une légende, on dit que Marco Polo a ramené les pâtes en Europe lors de son retour de son grand voyage en Chine en 1295. Mais dans son livre « Le divisement de monde » paru en 1298, il dit que les lasagnes chinoises sont bonnes autant que celles qu'il a mangées tant de fois en Italie. Ce qui implique donc que Marco Polo connaissait déjà les pâtes en Italie. Ce mythe a été créé par un fabricant de pâtes américain en 1930 pour mousser ses ventes. Tout de même, les plus anciennes traces de pâtes alimentaires ont été trouvées en 2002 en Chine dans les ruines de Laïja. On a estimé que ce plat avait plus de 4000 ans, mais qu'il était fait de farine de millet. Autour des années 230, en Chine, Zhang Yi, un stratège et un philosophe chinois, écrivit dans un glossaire la recette de raviolis chinois bouillis. En 2009, la National Pasta Association, l'Association américaine et l'International Pasta Organization lancent la Journée mondiale des pâtes qui a lieu le 25 octobre de tous les ans. Si on va faire un tour du côté de la législation, on n'a pas le droit de nommer une pâte, quelle qu'elle soit, comme étant une pâte aux œufs. Pour qu'on puisse écrire la mention aux œufs sur les emballages, il faut que au moins 4 % de la composition de la recette soit des œufs, et c'est toujours 4 % en poids. Aussi, à moins que ce soit écrit sur l'emballage « fabriqué à partir de farine artisanale », il est interdit au Canada de vendre des pâtes alimentaires qui ne sont pas fabriquées de farine enrichie. Toutes les farines, à moins qu'elles soient artisanales, au Canada, ont l'obligation d'être enrichies. Toutes les farines qu'on utilise pour les fabrications industrielles ainsi que pour la vente à l'étalage doivent être enrichies des vitamines du complexe B, donc riboflavine, acide folique, thiamine, niacine, etc. et de fer aussi. C'est une réglementation canadienne. Pour les gnocchis, vous allez avoir besoin de 1 livre de pommes de terre, 1 tasse de farine, un jaune d'œuf battu, 1/4 de cuillerée à thé de sel. Et la première étape va consister à faire cuire les pommes de terre. Vous avez 2 choix. Alors, soit vous les épluchez en enlevant finement la peau et qu'on les cuit à la vapeur, ou soit vous les envoyez au four avec la pleure et quand elles seront cuites, on va évider la pomme de terre. Dans un cas comme dans l'autre, il faut que les patates soient cuites vraiment bien, qu'elles soient vraiment tendres. Aujourd'hui, je les ai épluchées et je vais les cuire à la vapeur. Alors, je vais mettre mes pommes de terre dans la casserole et je vais ajouter un petit peu d'eau. Je ne les noierai pas d'eau parce que moi, je veux qu'elles cuisent essentiellement à la vapeur. Puis c'est pour éviter aussi qu'il y ait trop d'eau dans les pommes de terre puis que ce soit plus difficile à manier après. À partir du moment où l'eau de nos pommes de terre bout, on peut compter un bon 15-20 minutes. Ensuite, on va prendre la chair de pommes de terre et on va les passer dans un presse-purée ou dans un moulin à légumes pour les réduire en purée, bien entendu. Alors ça, je vais mettre ça en attente et je vais le laisser tiédir parce que même que je mette mon jaune d'œuf dedans, je ne veux pas que mon jaune d'œuf y cuise. Quand la purée elle est tiède, on va verser le jaune d'œuf et on va ajouter la farine. Moi, je vous propose d'ajouter à cette étape-là le 3/4 de votre quantité de farine et de mélanger doucement à la main et d'ajouter la farine pour être sûr qu'on ne mette pas trop de farine. En travaillant la pâte, si on s'aperçoit qu'elle est trop sèche, on va s'ajouter une petite affaire d'eau. Ensuite, on va pétrir doucement jusqu'à temps que la pâte elle devienne
lisse, mais on ne doit pas trop la travailler parce que sinon elle va devenir élastique. Dans cette préparation-là, si vous voudriez ajouter un petit peu d'ail, un petit peu de basilic, un petit peu de parmesan, c'est très possible de le faire. Ma pâte à gnocchi, elle est belle, elle est prête. Je vais la passer un petit peu dans la farine comme ça et je vais la couper en 3. Et ensuite, je vais jouer avec, comme avec la pâte à modeler, et je vais faire un beau cylindre à peu près d'un demi-pouce de diamètre, qu'on va ensuite couper en petits bouts d'un demi-pouce aussi. Ensuite, avec une fourchette, on va former les gnocchis. Alors, quand nos gnocchis ils sont roulés comme ça et tout prêts, on les a mis sur une tôle à biscuits enfarinée et on va les déposer dans l'eau bouillante salée pendant 2-3 minutes jusqu'à temps qu'elles remontent à la surface. Alors, au fur et à mesure qu'elles remontent à la surface, bien, elles sont prêtes. Il vous reste soit à les servir avec votre sauce préférée ou encore à les refroidir pour ensuite les faire sauter à la poêle dans l'huile. Alors, si on détermine les types de pâtes, on va parler des pâtes qui sont tubulaires. Alors, toute la famille des macaronis, les longs, les coudes, les italiens, les cannelloni, les manicotti, les penne et les pennines. Alors, quand on parle des pâtes qui sont non tubulaires, on va parler des coquilles, des rotini, des fusilli, des boucles ou des farfales. Et des rotelles aussi, les roues de tracteur que les enfants aiment tant. Ensuite, comme catégorie, on a les bâtons et les ficelles. Alors, tout ce qui est plus ou moins gros que des spaghettis, là, capellini, les cheveux d'ange, les spaghettini. Alors, tout ça, on appelle ça les bâtons et les ficelles. Et on a les pâtes en ruban. Fettuccini, linguini, lasagne, tagliatelle, ça rentre dans les pâtes en ruban. Et on a aussi la catégorie qu'on appelle les petites pâtes. Alors, généralement, celles qu'on met dans les soupes et celles qu'on utilise pour faire des salades fines. Donc, les alphabets, les orzos, les étoiles, les anneaux et les mini-coquilles. Ensuite, on a la catégorie des pâtes farcies pour vous nommer les raviolis et les tortellini. On a une dernière catégorie qui est la catégorie des pâtes à base de pommes de terre, les gnocchis. Mais il faut savoir que d'une compagnie à l'autre, des fabricants de pâtes, ils vont avoir différents noms aussi. Alors, un rotini chez une compagnie peut s'appeler un fusilli chez l'autre compagnie. Alors, c'est pas, il n'y a pas de standard imposé pour le nom qu'on donne aux pâtes. Pour les raviolis à la viande et au bacon, vous aurez besoin de une gousse d'ail hachée, une livre de viande hachée. Aujourd'hui, j'ai du poulet, 10 tranches de bacon coupées en fin dés, un paquet de 227 g de champignons hachés très finement, un quart de tasse de parmesan râpé, 2 œufs, 2 cuillerées à table de basilic frais haché, du sel et du poivre. Pour monter les raviolis, on va avoir besoin d'une recette de pâte fraîche, un œuf et 2 cuillerées à table d'eau. Dans une grande poêle, on va faire cuire la viande, le bacon et les champignons jusqu'à temps que la viande soit complètement cuite et que tout le liquide se soit évaporé. Aujourd'hui, j'ai pris du poulet haché, mais vous pourriez prendre du porc, de la dinde, du veau, du bœuf, ce que vous voulez dans le fond. Il n'y a pas de problème. Et puis, vous avez constaté que je n'ai pas mis de gras dans le fond de ma poêle parce que j'estime que le bacon, ça fait suffisamment de gras pour pas que je sois obligée d'en rajouter. Alors, ma viande, elle est cuite. On voit qu'il n'y a plus de liquide dedans. C'est parfait, c'est ça qu'on voulait. Alors moi, je vais laisser reposer ça
pour que ça tiédisse, parce que je vais mettre un œuf tout à l'heure dedans et je ne veux pas que mon œuf cuise. Et c'est ça. Ma viande étant tiédie et prête, alors je vais ajouter dans ça le parmesan et les œufs. Et ça c'est bon. Et je vais ajouter à ça le basilic. Quand on fait des raviolis, c'est important que la garniture, si vous mettez de la viande, qu'elle soit complètement cuite parce que le ravioli ne cuit pas assez longtemps pour cuire la garniture dedans. C'est magnifique. Sur une surface enfarinée, vous allez prendre votre pâte fraîche que vous allez diviser en deux et que vous allez rouler en 2 grandes abaisses. Sur une des 2 abaisses, vous allez répartir la garniture par petites cuillères et à intervalles réguliers. Dans mon petit plat, je vais battre mon coco avec une touche d'eau. Ici, hop là, ça n'en prend pas beaucoup, c'est juste pour aider à délier l'œuf un peu. Avec mon pinceau, je vais venir badigeonner partout autour et entre les raviolis. On aurait pu choisir de badigeonner avant, mais dans ce cas-là, il faut faire vite parce qu'il ne faut pas que ça ait le temps de sécher. C'est pour ça que moi, je préfère de le faire après. Mais ça, c'est vraiment une question de choix et de goût, là. Pour faire les meilleurs raviolis du monde, pas besoin d'avoir de machine spéciale. Je vous dis que comme ça va super bien. C'est important d'en mettre sur le bord aussi, hein, parce qu'on veut coller toutes les extrémités de chaque ravioli. On va ensuite prendre la deuxième pâte et on va recouvrir nos garnitures avec cette pâte-là et on va presser bien comme il faut entre chaque portion. Et là, si on les a mis en ligne droite, bien, ça devrait être plus facile en plus. À l'aide d'un couteau dentelé, d'un coupe-pâte ou d'une roulette à pizza, on va découper entre chaque ravioli. À la maison, il n'y a rien qui vous empêche de les faire plus petits. L'important, c'est d'aller sceller chaque côté de votre garniture pour pas que ça l'ouvre dans l'eau chaude. Et pour les cuire, on va porter de l'eau à ébullition avec du sel et on va les cuire 2 à 3 minutes encore par petite quantité. Vous avez juste à servir ensuite avec votre sauce préférée. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les recettes qu'on a faites aujourd'hui y sont. Je vous attends la semaine prochaine. On va encore parler des pâtes alimentaires, mais cette fois-ci, on s'en va du côté de l'Asie. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.